Retour sur le plateau de Polytech TV pour un deuxième grand débat, cette fois-ci consacré à l'industrie durable. 4 personnes sont autour de cette table à mes côtés. Georges Jobard, qui est vice-président de la Fédération des industries mécaniques, en charge de l'innovation et du développement durable. Bonjour Monsieur Jobard. Alors, on va essayer au fur et à mesure de cette table ronde pour introduire d'abord votre vision aux uns, aux unes et aux autres de votre vision de l'industrie durable. Vous avez à vos côtés Pauline Plisson, qui est chargée innovation environnementale, développement de nouveaux produits dans le secteur environnement pour Fives Group. FIV, on dit FIV, vous êtes dans le nord de la France. On est né il y a 200 ans dans les faubourgs de Lille, effectivement, en 1812. Donc on a fêté cette année le bicentenaire du groupe. Mais aujourd'hui, notre siège est à Paris et nous avons des opérations tout à fait internationales. La vision du MED avec Caroline Pfeffer, chargée de mission optimisation des procédés industriels, la vision du ministère. Et Fabien Desports, qui est président de l'association Les Acteurs de l'écologie industrielle. Alors, je voudrais d'abord, Monsieur Jobard, que vous me donniez votre vision, vous, de ce qu'on appelle l'industrie durable. Alors, la Fédération des industries mécaniques est en plein dedans. On en parlait il y a quelques secondes avant de débuter cette émission. Quelle est, vous, votre vision de ce qu'on appelle l'industrie durable? Alors, effectivement, la mécanique est au cœur de l'industrie, puisqu'elle fournit à l'industrie des équipements industriels et que pour faire progresser la sobriété des procédés industriels, il faut toujours que les mécaniciens, à travers leurs machines, à travers les régulations de ces machines, progressent en même temps. Et ça permet à notre mécanique de voir, en fait, les dynamiques développement durable de l'agroalimentaire, de la chimie, du bâtiment, du transport, parce que nous sommes dans les usines, dans les secteurs de transformation. Peut-être je dois rappeler que la mécanique en France, c'est 11 500 entreprises, en comptant uniquement les entreprises de plus de 10 personnes, que c'est 110 milliards de chiffre d'affaires, que 620 000 salariés, 40% étant des ouvriers qualifiés, que c'est une industrie qui recrute, ne serait-ce que pour renouveler, je dirais, les générations. D'ici 2020, on pense qu'on va recruter 40 à 50 000 personnes par an. Donc le fait que la mécanique soit vraiment au cœur du développement durable, d'ailleurs on a créé une brochure mécanique plus environnement, développement durable pour montrer tout ce qu'on fait en la matière, on va y revenir. C'est vrai que c'est aussi pour attirer des jeunes, parce que les jeunes sont sensibles à ces aspects d'environnement, ils sont sensibles au fait que plus le temps passe, plus la sobriété de l'industrie, la sobriété des produits de l'industrie, la sobriété consommateur, bien sûr, ira dans le sens d'avoir une planète durablement plus viable. Caroline Pfeffer, vous êtes chargée de mission optimisation des procédés industriels au ministère du Développement durable. Alors pour vous, l'industrie durable, en tout cas l'optimisation des procédés industriels, ça relève de quoi? Parlez bien près du micro. Oui, alors dans le cadre de cette démarche sur l'optimisation des procédés industriels, on a fait une grande concertation des acteurs et donc il y a 2 aspects qui me semblent importants à mentionner. Il y a d'une part le fait qu'aujourd'hui, il y a des enjeux d'innovation pour l'industrie durable, mais il y a surtout un enjeu de déploiement de technologies qui sont aujourd'hui matures et robustes, mais qui n'ont pas été déployées dans les procédés industriels. Donc il y a cette notion qu'il faut à la fois agir sur l'innovation, et ça c'est quelque chose qu'en tant qu'État on fait de manière générale et qu'on sait faire, mais il y a aussi cet aspect marché, de mettre en face l'offre et la demande, et de convaincre les industriels qu'il est nécessaire d'optimiser leurs procédés, et que derrière c'est des gains de compétitivité, des opportunités d'innovation, de différenciation et de gains de part de marché. Et l'autre point qui est ressorti de manière importante, c'est qu'on est à un moment où il faut changer d'échelle. C'est-à-dire que l'optimisation au niveau de l'équipement, on sait la faire, on l'a déjà faite, on sait faire des moteurs performants, des fours performants. Maintenant, les leviers d'optimisation, ils sont à chercher dans les systèmes. Donc un système, par exemple un système de pompage plutôt qu'une pompe, et puis surtout l'échelle de l'installation industrielle. Ici, je produis de la chaleur et là, j'en ai besoin, plutôt que... Enfin, je veux dire, ici je rejette de la chaleur sans l'utiliser et ici j'en ai besoin. Il faut que je mette un tuyau pour optimiser ma consommation d'énergie. Et puis après, il y a la question de l'échelle du territoire. C'est-à-dire, je suis une industrie, j'ai des acteurs économiques autour de moi. Comment est-ce que je me mets en interface avec ces acteurs pour optimiser les ressources? Fabien Desports, vous êtes présidente de l'association Les Acteurs de l'écologie industrielle. Présentez-moi d'abord votre association. Oui, bonjour. C'est une association composée, comme son l'indique, d'industriels qui a pour vocation de promouvoir les démarches d'écologie industrielle. Et en soi, justement, je rejoins ce qu'évoquait Madame Pfeffer à l'instant, à savoir promouvoir les échanges de flux de matière et d'énergie
entre les industriels. C'est-à-dire qu'un industriel qui va avoir une matière qui va devenir un déchet, ce déchet peut devenir une matière première pour un autre industriel. Effectivement, des énergies qui sont perdues aujourd'hui peuvent être des énergies réutilisables demain par les industriels voisins. Et donc l'objectif, c'est de promouvoir les démarches d'échange et de synergie entre les industriels. Pauline Plisson, vous êtes donc chargée innovation environnementale dans l'entreprise FIV Group, donc, dont vous nous parliez il y a un instant. Une entreprise qui s'engage particulièrement dans le sujet qui nous préoccupe. Oui, alors FIV, nous sommes un fournisseur de technologies. Nous fournissons les technologies de production des grands producteurs industriels. Les industriels qui produisent du ciment, de l'acier, de l'aluminium. Nous fournissons également les constructeurs automobiles, par exemple, en machines de production. Nos grands clients, ce sont donc ces grands industriels que j'ai cités, occidentaux, mais également et de plus en plus leurs homologues dans les pays émergents. Et nous sentons une véritable attente, une forte exposition de nos clients aux sujets environnementaux, puisque vous voyez que les secteurs industriels que j'ai cités, acier, ciment, aluminium, etc., ce sont des secteurs industrie dites lourdes qui font appel à des procédés complexes, des consommations d'énergie conséquentes, éventuellement des rejets polluants. Donc on est au cœur de ces enjeux-là, mais on est également au cœur de l'innovation pour progresser en termes d'impact environnemental de ces industries. Et je crois vraiment que l'industrie doit être vue comme une partie de la solution plutôt que comme un problème. Et nous, FIV, en tant que fournisseurs de technologies industrielles, nous avons placé la performance environnementale de nos produits et de notre offre au cœur de notre stratégie afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients de réduire leur propre empreinte environnementale, besoin qui est de plus en plus fortement exprimé de leur part, que ce soit par contrainte ou par engagement volontaire de leur part. Et nous sentons également que c'est une attente de la société des citoyens. Et la signature de FIV étant concevoir aujourd'hui les usines du futur, nous nous positionnons sur l'apport de réponses technologiques permettant de dessiner l'usine de demain. Et vous aussi, vous définissez le périmètre de l'usine, je dirais, dans sa globalité, c'est-à-dire le système de production qui va être local et puis l'usine dans son environnement. Oui, alors je crois qu'il y a 3 échelles qu'il est intéressant de considérer. L'usine et son environnement, la première échelle, qui va faire appel effectivement à la notion d'écologie industrielle, donc le partage de flux entre industries voisines. C'est également là que l'usine va pouvoir générer de nouveaux revenus, plus uniquement autour de son métier principal, mais éventuellement vendre de l'électricité ou de la chaleur, des crédits CO2, monétiser sa capacité d'effacement par exemple. Un deuxième niveau, c'est à l'intérieur de l'usine. Beaucoup de possibilités d'optimiser, d'intégrer énergétiquement une installation par des échangeurs de chaleur à haute performance par exemple comme nous en fournissons. Également la notion d'usine flexible et intelligente, donc le fait de pouvoir adapter le pilotage de l'usine à des conditions changeantes, ça c'est véritablement quelque chose de montant dans l'industrie. Et FIV développe énormément de solutions autour des automatismes avancés qui rendent l'usine véritablement intelligente et adaptable. Le troisième niveau, c'est celui de l'équipement, donc la machine, le procédé industriel, où nous étudions également soit des améliorations des procédés conventionnels, soit nous développons des innovations de rupture, c'est-à-dire assurer une même fonction avec une réponse technologique tout à fait nouvelle et différente. Monsieur Desport, Monsieur Jobard, vous vous retrouvez dans cette définition de plusieurs échelles ? Vous en parliez il y a un instant. Tout à fait, effectivement. Il y a à la fois la gestion interne, vous l'évoquiez, qui est un point important, qui aujourd'hui est maîtrisé, ou en tout cas sur laquelle les industriels se sont penchés et continuent à se pencher pour optimiser leur process. C'est vrai que notre vision de l'association, qui regroupe une dizaine d'industriels parmi les principaux industriels français, c'est maintenant de passer et de regarder ce qui se passe à côté, ce qui se passe avec ses voisins, et comment est-ce qu'on peut effectivement faire de la valeur, créer de la valeur avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui des déchets pour la plupart, ou en tout cas des énergies fatales, des produits qui ne sont pas valorisés. Et pour ça, on a aussi besoin bien entendu de construire des outils qui permettent de transférer ces flux, de valoriser les matières qui ne sont pas valorisées aujourd'hui, d'extraire les matières qui peuvent être réutilisables.
on est complètement, je dirais, en phase avec cette vision. Monsieur Jobard, vous dites mécanique plus environnement, une équation durable. Vous pourriez dire industrie plus environnement, une équation durable. Tout à fait. Pour répondre à la question précédente, effectivement, au niveau de la mécanique en général, nous nous y retrouvons assez bien, puisque à la fois nos adhérents produisent de plus en plus propre, d'une part parce qu'ils y sont encouragés par la réglementation, parce qu'il existe des solutions techniques qui leur permettent de le faire, et puis parce que aussi produire plus propre, c'est aussi de l'économie. En économisant de l'eau, de l'énergie, etc., ça permet de produire moins cher. Donc ça, c'est effectivement le premier niveau, et c'est assez général, et c'est quelque chose qui a pas mal bougé ces dernières années. Le deuxième niveau se trouve bien entendu au niveau des machines, y compris des machines intelligentes. C'est vrai qu'une machine, notre entreprise fabrique par exemple des cuiseurs, extrudeurs pour l'agroalimentaire. Le pilotage de la machine va permettre d'économiser de la matière première au démarrage de la machine. Et la matière première en agroalimentaire, quelque part, l'économiser, c'est du développement durable. Et puis le troisième niveau, c'est là où on retrouve la mécanique dans l'industrie, et on pourrait dire industrie et environnement, une équation durable, parce que c'est la solution, entre parenthèses, comment on peut faire pour maîtriser l'empreinte carbone d'une humanité qui va peser, allez, bientôt 9 milliards d'habitants. C'est pas en réduisant le nombre de personnes, c'est pas en réduisant le confort de chaque personne. Donc il n'existe qu'une solution, c'est effectivement d'améliorer l'indice écotechnologique, donc des productions et des produits utilisés par les consommateurs. Donc on a vraiment le sentiment, la mécanique, mais aussi l'industrie, qu'on a une vraie mission à remplir si on veut effectivement de la protection de la planète, ce ne soit pas un appauvrissement généralisé de 9 milliards d'habitants, mais ça permette néanmoins, sur le plan de confort, d'avoir des solutions qui soient tout à fait convenables pour un nombre beaucoup plus important de personnes, hein, ne l'oublions pas. Sortons un peu du débat franco-français. On sait qu'une grande partie des biens de production dans le monde sont produits ailleurs qu'en France, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est un fait. Est-ce que les pays en émergence s'interrogent aussi de la même façon sur produire plus sobre, produire plus propre? Oui, alors je peux donner une réponse très claire. Hein. FIV, notre chiffre d'affaires est fait à 80% à l'export et à 60% dans les pays émergents. Aujourd'hui, nos grands contrats sont là où des nouvelles usines se construisent. Donc Chine, Inde, pays du Golfe, Russie, Mexique, Brésil. Et pour autant, nous avons placé ce sujet au cœur de notre stratégie d'innovation. Donc c'est bien que nous sentons une attente également, voire parfois encore plus forte dans ces pays-là. Parfois pour des raisons différentes, c'est-à-dire que la notion éventuellement d'image ou d'environnement au sens du long terme, changement climatique, etc., va être un peu moins prégnante. Mais par contre, la notion de protection des personnes, la notion d'accès à une électricité, par exemple, en permanence, avec des pays qui sont très étendus, des réseaux électriques assez peu fiables, font que les producteurs industriels sont très demandeurs d'usines le plus autonomes possible. Et on revient sur la notion d'efficacité énergétique qui est de ce fait une forte attente également. Un commentaire ? Un commentaire, oui. J'ai pas d'informations par contre à donner sur la partie internationale, mais je rebondis là-dessus et sur l'utilisation des ressources. Vous l'évoquiez tout à l'heure, effectivement, pour permettre à 9 milliards d'habitants de vivre et de vivre dans les meilleures conditions possibles, c'est aussi notre objectif, c'est de maximiser l'utilisation des ressources. Aujourd'hui, on se rend compte que on perd beaucoup de ressources, on perd beaucoup de matières premières, en particulier dans les déchets. Et donc, un des objectifs importants qu'il faut se fixer, c'est vraiment d'optimiser l'utilisation de la ressource, hein. L'économiser, bien entendu, et aussi lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on la consomme, c'est l'utiliser au maximum. Caroline Pfeffer, on a autour de la table des acteurs vertueux, on va dire. Cela dit, il doit exister quand même des verrous, parce qu'on est en période de crise. Le développement durable, ce n'est pas que la performance énergétique ou effectivement l'échange de flux, la mutualisation des ressources. C'est aussi le social, le sociétal, enfin toute une démarche développement durable global. Quels sont les verrous qu'on rencontre chez les industriels français? Et y en a-t-il déjà? Oui. Peut-être juste en introduction, il y a des études gisements qui sont faites régulièrement pour essayer d'identifier est-ce qu'il y a encore des économies à faire d'énergie, de ressources. Effectivement, les gisements sont toujours existants et on se rend compte même qu'à 10 ans d'intervalle, on a des gisements qui sont à peu près stables. Donc, évidemment, il y a des différences par secteur. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus moteurs que d'autres et ça dépend aussi du poids stratégique et du poids financier de l'énergie et des matières premières dans leur bilan.
mais il reste énormément de choses à faire sur ces questions d'industrie durable. Après, en termes de verrous, je l'évoquais un peu tout à l'heure, il y a une vraie nécessité de sensibiliser davantage et de démontrer. C'est-à-dire qu'il y a un scepticisme quand même de certains acteurs industriels sur le fait que leur process ne serait pas optimisé. C'est-à-dire qu'un industriel peut considérer qu'il travaille sur son usine au quotidien et qu'il est tout à fait en mesure d'optimiser lui-même son process. Et en fait, on se rend compte que souvent, l'avenue d'un bureau d'études ou d'un diagnostiqueur qui va pouvoir apporter un œil extérieur, faire un benchmark par rapport à d'autres installations du même secteur d'activité, va pouvoir apporter des choses nouvelles et proposer des gains de 10, de 20%, voilà, même sur des usines relativement neuves. Donc il y a ce premier travail de sensibilisation et de montrer avec des chiffres ce vers quoi on peut aller quand on mène une démarche d'optimisation des procédés. C'est-à-dire, si on fait 10% de gain d'énergie sur une facture de plusieurs millions d'euros, bah, voilà, ça fait à la fin des économies substantielles. Donc en fait, il faudrait presque des démonstrateurs, quoi. Tout à fait. Il y avait vraiment cette idée de démontrer, d'avoir des vitrines, de choses qui fonctionnent. Il y a aussi une grosse difficulté qui est qu'aujourd'hui, mais là les équipementiers ou représentants d'équipementiers autour de la table pourront réagir, il y a la difficulté à vendre un produit qui peut avoir une performance plus importante dans le process, mais qui va avoir un surcoût à l'achat, qui va permettre d'avoir des économies sur la durée de vie, mais qui à l'achat facialement est plus cher. Et ça, c'est vraiment la notion d'expliquer d'aller vers une considération du coût complet sur la durée de vie de l'équipement et de ne pas s'en tenir au coût d'achat. Et ça, c'était aussi un verrou important. Pauline Buisson, j'aimerais que vous réagissiez sur justement on est dans le champ du prosélytisme là, en disant il faut faire parce que si on a une vision un peu éloignée des choses, ça sera rentable. Mais il y a un investissement au départ. Ça, c'est un argument que vous devez souvent entendre, non ? Oui, alors ce prosélytisme, nous devons le faire également en face de nos clients. C'est-à-dire que là, je rejoins l'exemple du coût complet est très bon, par exemple. C'est vrai qu'on reste encore très souvent, en tant que fournisseur, évalué sur le prix d'une offre, avec également une exposition à une concurrence internationale qui est grandissante. Nous, notre stratégie au sein de FIV est de se positionner sur des équipements haut de gamme, modernes, apportant de l'innovation. Nous remettons constamment en question nos technologies, mais ça veut dire faire également un effort sur le plan commercial, d'aller expliquer aux clients, rassurer sur l'innovation, aller montrer le bénéfice que ça apporte. Et ça vaut notamment pour la performance environnementale. C'est-à-dire qu'un client, je crois aujourd'hui, ne va pas encore acheter dans nos domaines un équipement pour son bénéfice environnemental. En tout cas, pas uniquement, ça c'est clair. C'est pour ça que nous travaillons sur un programme qui est un programme d'éco-conception et qui adresse le sujet du développement durable de façon très large. C'est-à-dire qu'on va également intégrer les aspects économiques, les aspects de fiabilité de l'équipement, de flexibilité. On va intégrer les aspects humains aussi, c'est-à-dire pour faire en sorte que notre client, la personne qui opère la machine que nous fournissons, ait toutes les clés, toute la formation nécessaire pour utiliser notre machine dans ses meilleures conditions de performance. Et il est crucial pour nous de pouvoir présenter le bénéfice de notre offre, de pouvoir expliquer aux clients de quelle façon le travail que nous avons fait sur l'amélioration de l'impact environnemental de notre offre, en quoi est-ce que ça lui apporte un bénéfice, de traduire ça en termes économiques, maintenance, flexibilité autant que possible. Monsieur Jobard, est-ce que c'est la réglementation, on sait qu'en France elle est très présente, qui entre guillemets oblige, qui pousse l'industriel à revoir un petit peu leur copie, ou est-ce que c'est la prise de conscience des gains environnementaux, des gains de production, de la compétitivité en général qu'il faut prioriser? Quelles sont les réactions de vos adhérents, mais aussi de ceux qui sont... Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. La réglementation qui permet d'avancer au fur et à mesure que des réponses technologiques arrivent, parce que la réglementation ne peut pas imposer de mettre en œuvre des solutions qui n'existent pas. C'est déjà arrivé. Hein. Bon, voilà, à ce moment-là, on discute. C'est être réaliste. Mais je dirais, ça, quelque part, ça incite, ça peut un peu la voiture-balai. Ceci étant, il n'empêche que dans la vision que l'on a à la FIM, et quand on observe les dynamiques, je dirais, des entreprises leaders qui se développent à l'international, ce sont des entreprises qui sont absolument convaincues que la sobriété de leurs machines, la sobriété de leurs process, c'est un avantage, bien sûr, économique et écologique.
écologique et économique. Je veux dire, par là, l'entreprise Klextral, nous avons inventé et breveté un process qui permet, par exemple, de fabriquer de la pâte à papier pour les billets de banque en consommant 10 fois moins d'eau que les procédés traditionnels. Bon, nous étions complètement absents de ce marché. Le jour où on a mis ce procédé sur le marché, nous avons pris, ces 20 dernières années, les 3/4 du marché mondial. Et là, on retrouve, ça permet de répondre à la question sur l'international, la Chine, l'Inde, la Russie, donc des pays qui ont apprécié le fait que le procédé est plus rentable parce qu'il est plus sobre. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment les bouger les choses, c'est quand l'innovation des industriels, des mécaniciens, permet à la fois de prendre en compte les contraintes écologiques, prise de conscience générale, et en même temps d'en faire un avantage économique, pour ne pas les opposer. Le principe même de développement durable, c'est bien d'associer les deux. Oui, quand ils y parviennent, mais si effectivement l'investissement fait que leur produit fini manufacturé est plus cher que des producteurs hors zone euro, ils peuvent aussi avancer l'argument de dire je me tire un peu une balle dans le pied et je vais faire baisser mon niveau de compétitivité. Tout à fait. Alors, à la fois, je dirais, vis-à-vis d'un client, parfois on peut lui vendre un produit plus cher à condition qu'il soit plus rentable en exploitation, mais effectivement, il faut être très attentif que le fait que l'industrie française ou européenne soit incitée à être plus vertueuse par la prise de conscience et la réglementation sur ce sujet ne crée pas un handicap à la compétition, parce que sinon, je dirais, ce sont des produits qui auront été peut-être produits dans des pays où les réglementations seront moins avancées et donc qui n'intégreront pas dans leur coût un certain nombre de contraintes qui viendront envahir et donc qui seront appréciés par nos consommateurs. Donc il faut qu'on soit très attentif, effectivement, à ne pas, je dirais, à mettre un certain équilibre, à mettre une certaine réciprocité. Un jour prochainement, on va parler, par exemple, de taxation liée à tous les problèmes environnementaux. Il ne faut pas que ce soit un encouragement à ce que nos consommateurs se jettent massivement sur des produits qui seront importés et qui seront produits dans des conditions qui ne respectent pas l'environnement. Parce que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Et quand on parle d'empreinte carbone, par exemple, qu'elle soit générée par l'Europe ou par l'Asie, c'est la même empreinte carbone. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience à tous les niveaux, politiques, réglementaires, consommateurs, pour qu'on permette à nos producteurs non seulement d'être plus vertueux et de pouvoir exporter des solutions plus vertueuses qui va profiter aux autres pays, mais en même temps continuer de réduire les coûts de production, parce que ce n'est pas la réduction du coût de production, on aura les marges suffisantes pour exporter, pour innover dans le sens du développement durable, et puis pour contrer, je dirais, des compétiteurs qui n'ont pas le handicap de l'euro et qui en plus ont peut-être des réglementations très en retard par rapport aux nôtres, qui leur permettent de produire dans des coûts beaucoup plus bas. Je voudrais qu'on revienne un instant sur la démonstration, sur le faire savoir, sur le faire comprendre. Votre association a des objectifs bien précis dans ce domaine-là. C'est d'abord d'approcher peut-être le problème par une phase, par exemple, de diagnostic auprès d'un industriel. Qu'est-ce que vous mettez en place sur ce sujet-là? Alors, notre objectif, c'est justement de mettre en place des expérimentations. Je l'évoquais tout à l'heure. Expérimentation concrète, ça veut dire que nos adhérents, une dizaine d'adhérents aujourd'hui, vont diagnostiquer au sein de leurs propres entreprises les besoins et les capacités d'échange de matière, d'énergie que l'on pourrait réaliser déjà dans le cadre de cette association et entre les adhérents. Parce qu'un point important, et ça rejoint la question des verrous que vous évoquiez tout à l'heure, au-delà des verrous réglementaires, l'un des verrous, c'est la confiance. La confiance, pourquoi? La confiance, d'une part, pour donner les informations, donc pour que les industriels veuillent s'engager dans une démarche d'écologie industrielle, et la confiance également dans le produit, la matière qui va être utilisée. C'est-à-dire qu'un industriel qui va utiliser une matière première secondaire issue d'un déchet, c'est toujours compliqué d'assurer effectivement la confiance dans l'utilisation de ces produits-là. Donc l'objectif de notre association, c'est de mettre en œuvre des pilotes, des expérimentations, qui vont assurer et permettre de démontrer la qualité, la capacité à donner la confiance à la fois au producteur du déchet, au producteur de la matière première secondaire et à son utilisateur. Pour l'un, qu'il va avoir toujours un débouché, pour l'autre, qu'il aura une assurance qualité, et donc arriver à mettre en œuvre et à décrypter les mécanismes à la fois industriels, techniques, qui vont permettre ces échanges, mais aussi des mécanismes contractuels. C'est comment est-ce qu'effectivement on assure en amont et en aval de cette chaîne de valeur, de cette synergie industrielle, la confiance et la qualité de la matière. Donc ça, c'est le point important et c'est l'objet des expérimentations que nous allons mener en 2013. Vous venez de dire écologie industrielle.
Alors le ministère doit apprécier, puisque c'est un concept que vous défendez, l'écologie industrielle, c'est une expression qui aurait un peu choqué il y a quelques années l'écologie industrielle, non? Peut-être, c'est vrai que d'associer ces deux mots, mais c'est bien démontré par ce terme que l'industrie est au cœur des territoires, de l'activité économique de la France et qu'il faut l'inclure dans cette démarche de développement durable global et qu'elle peut être ça peut être une source de valorisation pour elle, de vendre ses déchets, de vendre l'énergie qu'elle ne consomme pas, de s'effacer. Et puis, par rapport à cette notion d'écologie industrielle, on s'oriente maintenant vers la notion d'écologie industrielle et territoriale, parce qu'on veut vraiment aller à la convergence entre des démarches qui partent d'un territoire et qui incluent tous les acteurs dont les industriels, ou les démarches qui partent de démarches industrielles, mais qui vont ensuite pouvoir s'interfacer avec d'autres acteurs. Les collectivités locales, par exemple? Oui, tout à fait. Par exemple, si l'industriel ne peut pas valoriser sa chaleur chez un voisin, il peut chauffer les locaux du lycée voisin, par exemple. Qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que l'État fait pour aider, pour inciter les industriels? Sur l'écologie industrielle Sur l'écologie industrielle, nous, on a un peu deux angles d'approche. Déjà, on essaye de faciliter la démonstration, encore une fois. Et ça vaut pour l'écologie industrielle, mais aussi pour l'industrie durable de manière plus générale. On le fait dans le cadre des investissements d'avenir et des démonstrateurs ADEME. Il y a plusieurs appels à manifestation d'intérêt qui ont été ouverts et qui permettent de cofinancer des projets d'innovation dans l'écologie industrielle, l'éco-conception et les systèmes de production éco-efficients. Donc ça, c'est un peu l'aspect démonstration-innovation. Et puis l'autre point, c'est qu'on est en train de mettre en place une action auprès des collectivités locales. On est en train d'essayer de développer des outils qui permettent aux collectivités locales de déclencher des démarches d'écologie industrielle sur leur territoire. Parce qu'il y a vraiment des méthodologies, il y a des enjeux techniques, mais il y a surtout des enjeux organisationnels et humains. Et donc, il y a besoin d'un moteur à la base, sauf quand des industriels se réunissent entre eux pour le faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, on essaye de mobiliser les collectivités territoriales. Monsieur Jobard, vous êtes le vice-président de l'AFIM, mais aussi le président du Fonds pour l'innovation dans l'industrie. À quoi correspond ce fonds et quelle est sa destination? Alors, ce fonds de dotation a été créé en 2009 par l'UMM, l'AFIM, donc la mécanique, et la FIEC, donc communication, électricité. Et donc l'idée est effectivement de faciliter l'interface entre des PMI et puis le monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, des centres techniques, pour dynamiser l'innovation. Et donc nous avons une dotation de 20 millions d'euros. Nous avons déjà engagé plus de 7 millions d'euros, ce qui représente à peu près une trentaine de projets. On a déjà plus de 300 entreprises qui sont actives. La plupart du temps, c'est des projets sur les territoires. Et donc on pense qu'on pourra arriver jusqu'à 3000 entreprises actives sur ces projets, ce qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ces projets? On observe que la dimension développement durable est souvent présente. Parce que quand on parle d'innovation, aujourd'hui, il est rare que dans les thématiques d'innovation qui sont proposées, ces dimensions n'existent pas. On a même certains projets qui se sont tournés autour de l'innovation au sens le plus large, parce que notre vocation, c'est de promouvoir l'innovation, y compris managériale, c'est autour de la RSE. Et on se rend compte effectivement que quand dans une entreprise, il y a une prise de conscience plus large des impacts durables de l'entreprise vis-à-vis de la responsabilité, créativité, coopération des salariés, on se rend compte que ça crée quelque chose. Et donc que ça permet bien sûr d'augmenter l'efficacité et la productivité et l'adhésion au projet d'entreprise. Donc voilà ce que nous faisons au niveau de F2I. Et donc bien sûr notre objectif, c'est non seulement de permettre à des PMI qui n'avaient pas trop l'habitude de travailler avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, là où sont les ressources intellectuelles, techniques, commerciales, managériales, pour progresser plus vite, mais aussi bien sûr de déboucher sur de nouvelles façons de travailler. Donc quelque part, on contribue à notre modeste échelle à ce que j'appellerais à la fois le verdissement progressif de l'ensemble de l'industrie, donc de l'économie, et puis la numérisation progressive, puisque la numérisation de l'industrie de l'économie, c'est aussi, Madame l'a très bien expliqué, un facteur de développement durable. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau pour parler d'industrie durable. Je vous renvoie quand même au forum industrie durable qui a lieu bien sûr sur Polytech. Polytech est ouvert jusqu'à demain après-midi. Et puis surtout vers les innovations qui permettent justement d'aller vers une écologie industrielle. Elles sont nombreuses, vous les trouvez dans le petit guide des innovations qui vous est remis un petit peu partout dans le salon. Merci à vous d'être venus. On va se quitter quelques instants. Et dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir Corinne Lepage sur ce plateau. Merci.